A pinhole camera captures an image upside down. Ok, nous revoici donc dans le matériel graph. Si jamais je désire que cette constante ne soit plus câblée à ma roughness, que je souhaite du coup la décabler, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est CTRL appuyé. Vous voyez, quand j'ai pas CTRL appuyé, j'ai directement ma flèche qui est sous forme de croix, ma flèche de souris. On voit bien qu'ici, qui nous conseille de la mettre entre 0 et 1, et que par défaut, elle est à 0.5. On n'a pas exactement les mêmes choses selon les entrées, c'est tout à fait normal. Et donc du coup, si je souhaite enlever le lien entre ma constante par rapport à ma roughness, et on voit que quand je fais CTRL appuyé, j'ai une main qui apparaît. Cette main me permet, si je fais bouton gauche, de délier, d'enlever le lien de ma constante un vecteur à ma roughness, et si je lâche le contrôle, et que j'ai directement le panneau avec toutes mes possibilités de nodes. Si je souhaite que ce lien disparaisse, dans ce cas-là, je fais gauche dans l'interface, et j'aurai directement mon lien qui aura disparu, et je me retrouve donc avec une roughness qui est de 0.5. D'ailleurs, si on passe notre souris dessus, on voit que donc la roughness doit être comprise entre 0 et 1, et par contre, il ne nous indique pas qu'on est par défaut à 0.5. On l'a sur la spéculaire. Mais je peux vous confirmer ici que la roughness est à 0.5 par défaut. Donc ça, c'est pour la constante un vecteur, mais on n'a pas qu'une constante un vecteur. Un vecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une donnée ici. Si je fais bouton droit et que je vais taper constante, ou alors si je fais bouton droit et que je vais dans le menu constante, on a de multiples constantes. Une constante un vecteur, même si c'est pas écrit ici, c'est un vecteur. On a une constante 2 vecteurs, 3 vecteurs, 4 vecteurs et une double. Si je mets la constante de vecteur, ça me permet d'obtenir donc une constante qui contient deux données qui sont ici écrites sous forme de x et y. Ce n'est pas parce que c'est marqué x et y que je devrais m'en servir que comme x et y. C'est simplement finalement une manière de nommer ces valeurs qui sont ici. Si je clique sur ma constante, on voit que cette fois-ci c'est donné sous forme de valeur. Mais x et y, on peut s'en servir tout à fait comme valeur. C'est-à-dire que par exemple, je vous le rebranche, si je rebranche ma flotte à ma roughness avec 0, j'ai quoi? J'ai une roughness qui est à 0. Donc j'ai un accrochage de la lumière qui est complet. J'ai même de la réflexion. CTRL appuyé, bouton gauche, je sors ma constante. Mais si par exemple, je prends bien celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi je prends la sortie rouge, et pas la sortie blanche. Si je prends la sortie rouge, que je la mets dans roughness, j'ai exactement le même résultat que si je fais ça. Donc c'est vraiment, il faut prendre cette donnée x, ou plutôt ces deux données x et y, comme des valeurs. Si je branche les deux sur ma roughness, ça marchera aussi. Mais cette entrée est différente des deux qui sont en dessous. Quelle est la différence? On voit qu'ici j'ai x et y, donc j'ai deux données. Pourquoi? Parce que c'est une constante de vecteur. Mais qu'ici pourtant j'ai trois sorties. J'ai trois sorties, pourquoi? En fait, ici j'ai ma sortie x, ici j'ai ma sortie y, et ici j'ai une sortie qui réunit à la fois x et y. Pourquoi est-ce qu'elle me réunit à la fois x et y? En fait, tout simplement parce que je ne pourrais pas mettre à la fois x et à la fois y. Je vais retourner dans le menu constante, ou que je tape constante, on a également une constante 3 vecteurs. La constante 3 vecteurs a également un affichage différent par rapport à ma constante de vecteur, qui a un affichage différent par rapport à ma constante 1 vecteur, qui est également, je vous le rappelle, une flotte, une valeur. On retrouve quoi dans ce node si on l'analyse? On retrouve une série de chiffres, finalement comme ce que j'ai sur ma constante de vecteur et sur ma constante 1 vecteur, c'est finalement une indication de ce que je retrouve ici sous forme de x, y et z. En dessous, j'ai un carré qui est noir. Ce carré noir me permet d'utiliser ma constante, la possibilité d'apporter une couleur. Si je vais sur la droite, puisque c'est une constante 3 vecteurs, donc avec 3 données, 3 valeurs, on retrouve tout en bas donnée z. Si je remonte, ma donnée y. Et si je remonte encore, ma donnée x. Et comme pour la constante de vecteur, on a quoi? On a une sortie qui réunit à la fois le x, y et z. Si j'analyse le menu détail, on a un rectangle ici, on y viendra ensuite. Mais on voit que cette fois-ci, il n'est pas nommé x, y et z comme ce que j'ai directement sur mon node, mais il est nommé comme r, g et b. On les voit ici, directement ici. Contrairement à ma constante de vecteur, qui, elle,
à garder X, Y. Encore une fois, je me répète, que ce soit marqué X, Y et Z, ou que ce soit marqué R, G, B, ou que ce soit marqué valeur, au final, on ne viendra écrire ici que des valeurs. Pour vous montrer, si je mets 1 sur Z, donc 1 sur le bleu, on voit d'ailleurs qu'on a un aperçu qui est devenu bleu. Si je prends le bleu et que je le mets dans Roughness, j'ai une rugosité qui est complète. Si je le mets à 0, j'ai un accrochage de lumière. Exactement comme le 0 du Y que je branche, ou exactement comme ma valeur que je branche ici. Tout ça, c'est bien pour vous faire comprendre que toutes ces valeurs ici ont la même influence. Si en tout cas, on donne la même valeur. Ok, je vais enlever mon lien avec CTRL. Je vais resélectionner ma constante 3 vecteurs. Et donc ici, comme je disais, dans le menu détail, on a un rectangle avec une couleur noire, puis des données qui sont ici. On a vu tout à l'heure, quand j'ai fait 1, j'ai directement mon carré ici qui me montre dans l'aperçu du node directement ma couleur bleue. Et on voit qu'également, dans le rectangle ici, je suis devenu bleu. Si je remets 0, je passe en noir. Si je mets 1 en rouge, je passe en rouge. Et si je mets 0 en rouge et 1 en vert, on a ce qu'on appelle un vert pur, un vert à 100%. Si je mets 1 sur rouge, 1 sur vert et 1 sur bleu, j'obtiens du blanc. Si je mets 1 sur rouge, 1 sur vert, j'obtiens du jaune. Si je mets 1 sur bleu et 0 sur rouge, j'obtiens du bleu turquoise. On peut obtenir la couleur que l'on souhaite en mélangeant ces trois couleurs, c'est tout à fait logique. Je vais remettre 0, 0, 0 pour retrouver du noir. Et cette fois-ci, je vais aller directement dans mon rectangle. Si je clique ici, je vais ouvrir ce qu'on appelle notre Color Picker. Ça va me permettre finalement, grâce à une palette de couleurs, ou en rentrant des données, d'obtenir la couleur que je souhaite. Si on commence tout en bas, on retrouve RGB sous forme numérique. Si je remets 1, je me retrouve avec du rouge. C'est exactement la même chose que de faire ici. Je bouge mes valeurs au final. Si je remets 0, je rebascule en noir. Si je prends le rond qui est au-dessus, c'est mon espace colorimétrique. Si je veux par exemple aller choisir un rose, je vais faire bouton gauche appuyé et je peux déplacer comme ça. Ou alors je pourrais simplement faire gauche, bouton gauche de la souris directement sur la couleur et sa force directement ici. Donc je vais mettre un rose assez puissant. Et ensuite ici, on a deux petites languettes qui sont sous forme verticale. La première languette va me permettre d'obtenir ce qui s'appelle la saturation. C'est la force de votre rose. Est-ce que le rose, je le veux très fort ou est-ce que je le veux plutôt pâle? C'est ce qu'ils appellent, eux, la saturation. On voit qu'ici, là, dans les deux rectangles que j'ai, je ne suis pas du tout rouge, je suis noir. Si je fais OK, qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai pas finalement changé ma couleur. Je vais retourner dans mon Color Picker. Je vais directement faire un bouton gauche ici pour aller directement sur mon rose. Pourquoi est-ce que, malgré le fait que j'ai bien choisi rose et que j'ai bien le rose ici, je sois toujours noir? C'est parce qu'en fait, il faut également toucher à la valeur. C'est ma petite languette verticale. Tant que je n'aurai pas donné de la valeur à mon rose, finalement, je ne vais jamais être rose. Et d'ailleurs, on voit directement ici, dans le menu détail, l'aperçu de la couleur que je veux avoir. Donc, je vais donner un rose avec une valeur assez forte, même très forte. Ça m'a donné mes valeurs de R, G, B. On voit que je suis à 1 en rouge, 0 en vert, quasiment à 1 sur bleu. Carrément, on va faire 1 sur bleu. Donc vous voyez, je peux réajuster ensuite la couleur que j'aurais définie ici. Et si je fais OK, j'ai directement ma couleur qui est sélectionnée. Si je veux attribuer ma couleur sur mon matériel, dans ce cas-là, je vais me servir du Base Color. Donc ça me permet de relier sur la Base Color avec une petite bulle qui m'indique que donc ça permettra de définir la couleur du matériel et que donc chaque matériel est automatiquement clampé entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je mets 500, 3000 ou tout ce que je veux, Unreal va me faire descendre la donnée que j'ai mis à 1. Même si je dépasse, il reviendra à 1. C'est ce qu'on appelle un clamp. Si je veux ma couleur rose, je ne vais pas simplement brancher le rouge ou simplement brancher le bleu ou peu importe. Je vais directement brancher ma Base Color. Et là, on voit qu'automatiquement, Unreal m'a mis à jour mon matériel en rouge. Je vais faire CTRL pour enlever directement ça. Si on analyse un petit peu notre node, donc on voit qu'on est rouge en 1, 0 en vert, 1 en bleu.
Ça veut dire qu'il me faut absolument donc ce mélange de ces trois canaux, ou même plus particulièrement le rouge et le bleu, pour obtenir cette couleur ici. Si je branche directement le rouge, on pourrait se dire, dans ce cas-là, je vais être à 100% en rouge. Pourquoi ? Parce que je suis à 1 en rouge, donc normalement je devrais avoir ma sphère qui apparaîtra rouge. Si je la branche, on va voir ce qui se passe. J'ai ma sphère qui apparaît blanc. Finalement, c'est exactement comme si je prenais ma valeur constante, un vecteur, et que je la branchais, j'ai exactement la même chose. Si je mets 0 sur ma constante, un vecteur, je me retrouve avec une sphère qui est noire. Donc là, elle n'est pas totalement noire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des informations de lumière, il y a un peu de roughness, etc. etc. Mais voilà, c'est considéré comme du noir pur. Petite parenthèse, le noir pur est à éviter absolument. Le noir pur et le blanc pur n'existent pas. Je ferai sûrement une petite émission Watt là-dessus pour expliquer, voilà, le noir absolu n'existe pas. Il y a des chercheurs qui sont en train de se prendre la tête pour justement avoir le noir le plus pur possible. Plus vous allez être noir, plus vous allez absorber les informations de lumière. Donc si on avait vraiment un noir absolu qui existait dans la réalité, on ne verrait pas du tout de détails, de relief sur notre objet, puisque le noir absorberait tout. Donc c'est très important de comprendre que si j'isole un canal, je vais vraiment avoir simplement une couleur. On fera l'exemple un peu plus tard avec une texture, vous verrez que c'est exactement la même chose. Ok, si je mets mon petit onglet à côté, on voit que mon matériel qui est stocké dans mon content browser, dans mon dossier mon premier cours, 02 materials, mon underscore master, actuellement est toujours grisé. Enfin pas grisé, il est sous forme de ce qu'on appelle checker. On voit des carrés gris plus foncés, des carrés gris plus clairs, etc. etc. Là ça m'indique quoi ? Ça m'indique finalement tout ce que j'ai fait là, comme travail dans mon matériel, n'est pas activé sur mon matériel. C'est-à-dire qu'en fait ici, ce que j'ai sur ma sphère, finalement, ce n'est qu'une preview, ce n'est qu'un aperçu de mon travail que je suis en train de construire. Comme j'ai pu l'expliquer dans l'interface du Material Graph, il faut pour ça que je compile mon matériel. Sans trop revenir dessus, puisque je l'ai expliqué dans l'introduction, je vous invite à ceux qui ne l'ont pas vu de la regarder. Vous avez deux manières de faire. Il y a le apply et il y a la sauvegarde. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que le apply, il va appliquer, il va compiler mon matériel, mais par contre, si je crash, si Unreal est crash, je vais perdre toutes mes données, tout mon travail que j'ai fait. Ma sauvegarde, elle me permet de non seulement sauvegarder mon travail, donc mon matériel, mais en plus de le compiler. Généralement, moi j'ai pris l'habitude de directement appuyer sur la disquette. Et là, on voit que donc mon matériel master s'est mis à jour, et donc j'ai bien mon matériel qui est actif. Si je reviens et que je rechange la couleur, je vais me mettre en bleu par exemple, encore une fois, on voit que mon matériel n'a pas été compilé, puisque mon matériel stocké dans mon Content Browser est toujours en rose. Si je fais sauvegarder, mon matériel est compilé. Pour le coup, moi je vais revenir avec un en rouge, un en bleu, pour avoir mon petit rose, magnifique. Je sauvegarde, donc je compile et je sauvegarde. Je vais remettre mon onglet ici, je vais me remettre dans la scène. Et on va maintenant aller un petit peu plus loin pour finir cette vidéo. Je trouve d'ailleurs, petite parenthèse, que la dernière vidéo était peut-être un petit peu courte. J'essaie de compartimenter les choses de façon à ce que vous puissiez très vite accéder à une information sans devoir regarder une vidéo de 3 heures. Donc aujourd'hui, on va s'attarder à finir les constantes, ce qu'on a vu. On a vu la constante 1, 2, 3 vecteurs. Maintenant, on va finir cette vidéo en attribuant notre matériel à un objet qui se trouve dans la scène. Si je veux sélectionner un objet, comme on a vu, soit je clique sur l'objet, ou alors je peux très bien le sélectionner ici. Je vais faire F pour faire un focus, ou alors même, ce que je vais faire, pour vous montrer, c'est que je vais prendre énormément de recul. Et là, j'ai carrément désélectionné mon objet. Vous voyez, il n'est plus sélectionné. J'ai un élément qui s'appelle la Sky Sphere, on verra ce que c'est plus tard, qui est sélectionné, mais là, j'ai même plus mon cube qui est sélectionné. Pour attribuer ce matériel à ce cube, j'ai plusieurs manières de faire. La manière, donc première, sans sélectionner le cube. Je vais prendre mon matériel et je vais le drag and dropper. Du moins, je vais essayer de le drag and dropper sur mon cube. Le seul problème de ça, c'est que vous voyez, si par exemple vous avez plein d'objets qui les minuscules, ça peut être assez difficile. Vous voyez, là j'ai fait exprès de le mettre à côté. On va essayer de le faire un peu plus précis. Voilà, là cette fois-ci j'ai réussi. Je pourrais dire à ce moment-là, je vais faire un focus dessus. Et bon, là généralement, je pourrais pas me tromper, quoi. Mais le drag and drop de matériel sur un objet, ça va certes l'attribuer, mais des fois, on peut se tromper. On peut attribuer
notre matériel à l'objet qui se trouve juste à côté. Donc c'est pas la manière la plus précise, mais c'est une manière d'attribuer notre matériel. La deuxième manière de faire, cette fois-ci par contre, il faudra bien que je coche mon objet. Et je vais aller dans le menu détail de mon objet. On a vu assez brièvement la palette de transform qui me permet de modifier mon objet sur X, Y et Z, sur sa position, sur sa rotation, mais son scale aussi. La partie mobility, on ne va pas la voir ici. Par contre, on va s'attarder sur plutôt la partie matérielle, mais en même temps, ça nous permettra de voir la partie static mesh. Les deux, on voit que finalement, se ressemblent assez. Alors, en termes d'icônes, on voit qu'on a deux icônes ici qui se retrouvent ici. Là, on a une troisième icône même. On a une icône qui représente ce qu'on a intégré pour afficher notre objet ou notre matériel. Et également, on a une petite fenêtre ici qui nous permet de pouvoir changer les choses. Ok. Pour attribuer ce matériel à ce cube, dès que j'ai sélectionné mon matériel, j'ai un petit encart qui apparaît sous forme de pointillé bleu. Ça m'indique quoi? Ça m'indique que mon matériel, je peux l'intégrer ici. Si j'essaie de l'intégrer au-dessus, cette fois-ci, j'ai bien mon petit carré qui apparaît avec les pointillés, mais c'est rouge. Ça m'indique quoi? Ça m'indique qu'ici, je ne pourrais jamais attribuer un matériel. Pourquoi? C'est parce qu'ici, on va attribuer un static mesh. On peut très bien, alors que j'ai mon cube qui est affiché, pouvoir lui dire, non, finalement, je veux que cet objet qui s'appelle SM Chamfer Cube, je veux que ce soit autre chose. Ce serait tout à fait possible de le faire. Là, pour le coup, nous, on va s'attarder sur les matériels. Donc, je vais prendre mon matériel et je vais le drag and dropper. Et automatiquement, mon objet est devenu rose. Donc, c'est quand même plus précis. Au moins, on est certain que mon drag and drop correspondra par rapport à l'objet que j'ai voulu viser pour attribuer le matériel. Ok, si je fais CTRL Z, pour revenir à son matériel d'origine, qui est le MI Solid Blue, si je vais attribuer mon M_master, j'ai une autre manière de faire. Cette fois-ci, ce ne sera pas du drag and drop. Si je clique ici, sur le nom du matériel qui s'appelle MI Solid Blue, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui me permet d'afficher tous les matériels qui se trouvent stockés, ou ça, dans mon Content Browser. Vous voyez que par défaut, vous en avez plein. Sauf que ça va être un petit peu galère pour retrouver son matériel. Mais bien évidemment, vous voyez qu'ici, je peux directement filtrer ma recherche. Par exemple, si je tape simplement master, puisque mon matériel contient master, je vais avoir beaucoup moins de matériel qui s'affiche. Si je tape M_master, j'ai directement mon matériel qui s'affiche. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui s'appelle M_master. Si je clique dessus, notre cube a bien le matériel M_master d'attribut. Je vais faire CTRL Z encore pour revenir avec le matériel d'origine. Et je vais faire exprès de me perdre un petit peu dans les dossiers, par exemple dans le Content Browser, je vais me mettre dans la partie Mesh, pourquoi pas, peu importe, c'est vraiment pour se perdre ici. Je vais carrément fermer mon dossier, mon premier cours. Et imaginons que j'ai perdu, je ne sais plus où j'ai stocké mon matériel. Chose qui n'est pas bien, moi je vais toujours vous apprendre à organiser les choses, mais même sans le fait d'avoir perdu le chemin de où votre matériel est stocké, des fois c'est plus rapide. Plutôt que d'aller ouvrir des dossiers et des dossiers pour accéder où se trouve votre matériel, le fait d'appuyer sur le petit dossier avec la loupe, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre d'ouvrir où est stocké ce matériel. Donc ça, c'est très pratique. Imaginons, je clique sur le nom, je vais faire M_master, mon matériel est attribué. Si je fais dossier et loupe, je me retrouve à l'endroit où est stocké mon matériel. Donc très pratique la loupe. Je vais faire CTRL Z pour revenir à mon matériel d'origine. Et on va voir ce bouton qui est ici, qui est le bouton Attribuer. Ce bouton Attribuer, attention, il va attribuer ce qui a été sélectionné. Si je ne sélectionne pas mon matériel dans le Content Browser, j'ai beau appuyer sur Attribuer, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Il faut bien que je sélectionne mon matériel, et si j'appuie sur Attribuer, mon matériel est attribué. Finalement, on a la même chose au niveau du Static Mesh. On a notre Static Mesh qui est affiché ici sous forme d'icône. Si je clique ici, je peux très bien dire que je veux que ce mesh qui s'appelle toujours SM Chamfer Cube, très important, ça ne va pas changer le nom, ça va simplement changer qu'est-ce qu'il intègre comme objet, qu'est-ce qu'il encapsule, si vous voulez. On voit qu'il s'appelle SM Share. Si je veux connaître l'endroit où est stocké mon SM Share, je peux faire dossier et loupe, ça m'ouvre directement ma chaise. Si finalement je veux attribuer le banc, je vais sélectionner le banc et je vais appuyer sur la touche attribuer qui se trouve dans le menu détail. Donc vous voyez que les deux
même s'ils affectent une chose qui est différente. L'un, ça va être le mesh qui est encapsulé dans mon SM chauffeur cube, et l'autre, ça va être le matériel qui lui est attribué. Mais vous voyez que les deux agissent de la même manière. L'icône de preview, choisir sous forme de nom ce qu'on veut attribuer, affecter, et chercher où est stocké cet objet qu'on a attribué. Il y a juste une partie Advanced. Si je clique sur les deux, on a une possibilité de faire certaines choses. On ne va pas y toucher du tout. Donc voilà pour attribuer notre matériel. C'est plutôt pratique. Si par exemple je sélectionne plusieurs objets, j'ai directement dans la partie Elements, on voit que donc tous les objets que j'ai sélectionnés affichent deux matériels différents. Là j'ai un cube qui a un matériel bleu, eux ils ont un matériel qui est différent. Si jamais je vais dans la partie Materials ici et que je fais un drag and drop, il n'y a rien qui se passe. Si j'ouvre Display de Materials, là finalement il m'affiche quoi? Il m'affiche les Materials qui sont attribués à tous ces objets que j'ai sélectionnés. Simplement il faut bien faire un drag and drop sur les deux types de matériel qui sont proposés. Voilà du coup, on a fait un tour un petit peu plus complet que le dernier cours. On a vu quelles sont les constantes qu'Unreal m'offre, même s'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu encore. Comment affecter un matériel, comment compiler un matériel et sauvegarder son matériel, très important. Et puis surtout, chose indispensable, un matériel qui n'est pas attribué sur un objet, ça ne sert à rien. On continuera notre cours sur les matériels, il y a plein de choses à voir. Pour l'instant, on ne fait qu'effleurer finalement les possibilités immenses que m'offrent les matériels, mais on y viendra lors de nos prochains cours.